Monsieur François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Bienvenue sur le plateau du Blabla. Depuis le temps, j'entends parler de vous. Et ça remonte évidemment à la dernière élection de 2012. Oui, vous avez entendu parler de moi sur Internet en fait. Pour le parcours HEC, l'ENA, vous avez travaillé avec Monsieur Bérégovoy. Non, mais enfin bon, peu importe. Enfin, vous avez travaillé sous le gouvernement Bérégovoy. Oui, mais aussi des gouvernements de droite et de gauche, comme c'est la destinée d'un haut fonctionnaire. Ensuite, Monsieur Balladur, Sarkozy, Chirac aussi, Monsieur Pasqua. Et ce grand écart que vous réussissez à faire est un peu le socle de votre parti politique, puisque vous comptez rallier les gens de droite, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. L'idée, c'est celles et ceux qui ont envie d'en découdre avec l'Europe, en fait. C'est pas d'en découdre avec l'Europe. L'idée, c'est que nous sommes dans une situation qui devient chaque jour de plus en plus dramatique. Les Français, qu'ils votent à droite ou qu'ils votent à gauche, se rendent compte qu'en fait, ils ont toujours la même politique qu'ils détestent. D'ailleurs, combien de personnes ont voté pour François Hollande en espérant monts et merveilles? Ils sont tous déçus. Nous avons expliqué qu'ils seraient déçus. La cote de popularité de M. Hollande est toujours aux alentours de 51%. Donc, oui, enfin, on retrouve son électorat de base. Oui, bon, on va pas polémiquer. Globalement, les gens sont déçus parce que les gens se rendent compte qu'en réalité, ils n'ont pas la politique qu'ils attendaient. Bien. Nous, ce que nous expliquons depuis le jour de la création de ce mouvement politique, c'est que la construction européenne a volé la démocratie aux Français. Alors on a présenté ça de façon extrêmement habile, en disant l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est l'ouverture sur le monde, etc. Mais moyennant... C'est aussi ça. Ça n'est pas exactement ça. Parce que ce qu'est l'Europe actuellement, c'est qu'elle renferme la France dans un périmètre qui est celui de l'OTAN, des États-Unis et de l'Europe occidentale. Le monde d'aujourd'hui tel qu'il fonctionne, c'est déjà un monde où tous les pays sont en contact avec tout le monde. Et le premier point sur la construction européenne que nous posons, c'est de dire pourquoi fait-on une différence entre les États qui appartiennent au continent européen et les autres. Il est faux. Je suis désolé, il suffit d'ailleurs de regarder ici vos invités. Il est faux de dire que les Français ont davantage d'intérêt avec les Lettons, les Chypriotes ou les Slovaques plutôt qu'avec les Haïtiens, les Algériens, les Tunisiens, les Sénégalais ou les Vietnamiens. C'est faux. Et quelque chose qui est faux, eh bien, ça ne marche pas. Alors, quand on dit ça, nous disons, la première chose que nous disons, c'est que la construction européenne, en réalité, en fait, est une construction de type racialiste qui veut isoler le monde blanc par rapport au reste du monde. Et le deuxième point que nous disons, c'est que sous couvert d'apporter la paix, sous couvert d'apporter le bonheur sur Terre, nous avons en fait des pays tous les peuples progressivement ont perdu leur pouvoir, au profit d'une oligarchie financière. Vous savez que Goldman Sachs, maintenant, ça commence à se savoir un peu partout. La grande banque d'affaires Goldman Sachs place ses hommes à la tête des gouvernements et des États. On l'a vu en Italie avec Mario Monti, on l'a vu en Grèce. Oui, mais Mario Monti avait travaillé avec eux, mais c'est pas le Goldman Sachs qui a placé Mario Monti, non. C'est le peuple italien qui vote, c'est un peuple souverain qui vote. Mais vous savez que Mario Monti ne s'est jamais présenté devant le peuple italien. Vous savez comment il est arrivé président du Conseil ? Bien sûr, bien sûr. Il a été nommé sénateur à vie par le président de la République, Giorgio Napolitano. Oui. Et ensuite, ce sont les députés qui ont élu M. Monti sur un programme. Ils ont validé cette nomination. Oui, mais c'est un programme sur lequel le peuple italien ne s'était jamais prononcé. Qui élit les députés, alors ? Oui, mais les députés n'ont pas le droit non plus de faire le contraire de ce pourquoi ils ont été votés. Nous avons validé l'élection européenne aussi par le biais de nos députés. Mais dans quelles conditions ? Et nous l'avons accepté. Mais non, les Français ont voté non à 55% à la Constitution européenne en 2005, dont moi. Et ensuite, 3 ans après, on leur a imposé un traité qui est un copier-coller, qui est le traité de Lisbonne. D'un point de vue juridique et du point de vue constitutionnel, je suis d'accord avec vous, c'est malheureusement légal. Merci. Il y a des États, par exemple en Californie, il est interdit qu'un texte de loi qui a été rejeté par référendum puisse ensuite être adopté par le... C'est intéressant parce que quand ça se passe bien à l'étranger, en Californie, vous prenez ça comme exemple. Non, je prends simplement comme exemple le fait que d'un point de vue juridique et constitutionnel... C'est légal. C'est légal. Mais du point de vue de la morale politique, c'est une forfaiture qui s'est produite. De la morale politique. Le concept de cette émission, c'est d'avoir quelques personnalités, connues, reconnues, aimées pour leur engagement. Je vous aime bien. Je vous aime pour votre engagement, même si je ne partage pas à 100% de vos idées, qui viennent ici parler de ce qu'ils font. Sortis de l'euro pour mieux
vivre? Pour sortir de l'Union européenne, en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui est un article que nous sommes le seul mouvement politique à présenter aux Français. Je m'étonne que vous ne m'ayez pas encore dit, mais ce sont des idées d'extrême droite. Non, ce ne sont pas des idées d'extrême droite. Non. Parce que de l'extrême droite à l'extrême gauche en France, vous avez tous les partis politiques qui critiquent l'Europe. Et difficile d'ailleurs de ne pas la critiquer. Juste, on en parlera. Mais on en parlera parce que j'y ai même pas pensé. Mais aucun mouvement... Deux secondes, j'y ai même pas pensé. Et puisque vous en parlez, comment vous positionnez-vous par rapport au Front National? Oh bah écoutez, je suis la bête noire du Front National. D'abord parce que j'explique que le Front National, depuis 1985 à peu près jusqu'à 1992, a eu des liens très étroits avec la secte Moon par l'intermédiaire de Pierre Sérac, qui était le neveu de François Sérac et qui était accessoirement à la tête du Fonds Cosa International, qui était des financements provenant de la CIA et du Parti républicain américain. J'attends d'ailleurs que le Front National me fasse un procès, n'est-ce pas? Donc la seule chose qu'on nous a dit, c'est « oui, ce sont des vieilles histoires ». Il y a toute une histoire à écrire sur comment le Front National a-t-il été lancé en France à partir de 1983. Vous savez quel est le bilan du Front National au bout de 30 ans? C'est d'avoir fait croire aux Français, nous sommes le seul peuple au monde, que le drapeau de la République française, c'est-à-dire le drapeau de la Révolution française, c'était équivalent à éprouver de la sympathie pour les camps de concentration nazis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'un drapeau qui est le drapeau de l'émancipation des peuples à travers le monde. Et allez, quand j'ai des amis, j'ai vécu dans beaucoup de pays du monde, j'ai vécu notamment au Japon. Vous allez en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique, dans l'ensemble de la sphère russe. Le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est le drapeau de la Révolution française, c'est le drapeau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. En France, quand vous présentez le drapeau bleu-blanc-rouge, vous avez honte parce qu'on vous dit c'est le Front National. Il y a eu un calcul délibéré qui a été fait derrière tout ceci. Voilà. C'est ça que nous disons. Alors, puisque vous voulez savoir ce que je pense du Front National, c'est ce que je dis. J'ajoute que Madame Le Pen, par exemple, ne propose nullement, son père non plus d'ailleurs. En plus de ça, c'est un parti népotiste où il y a le père, la fille, la petite fille, le gendre, la grand-mère, etc. Monsieur Le Pen et Madame Le Pen ne proposent pas de sortir de l'Union européenne, ni même de l'euro. Aussi. Le Front National propose aussi de sortir de l'euro. Non, je vous renvoie. Mais non, ça fait partie comment dirais-je, du fond de sauce médiatique que l'on entretient. Nous avons mis en ligne sur notre site UPR, nous avons mis en ligne le scan de la profession de foi de Madame Le Pen, celui aussi de Monsieur Dupont-Aignan d'ailleurs, pour l'élection présidentielle. Eh bien, allez voir, c'est le seul document qui fait foi, qui est transmis ensuite aux archives nationales. Il y a eu quelques études qui ont été faites quand même, qui mettent en lumière que sortie de l'Europe coûterait très très cher. Qu'on n'a pas les moyens déjà de faire marche arrière. Oui, alors écoutez, ce sont les mêmes qui nous ont dit que l'euro allait être quelque chose d'extraordinaire et de formidable, qui nous disent maintenant que ce serait la catastrophe. Moi, je ne sais pas si on a le temps ici de présenter. Vous avez le temps de parler, vous le Par exemple, vous avez une note de Natixis, qui est un grand établissement français, financier français, avec Patrick Artus, qui est l'un des plus grands économistes français, avec tout le service d'économétrie qui est derrière, qui a montré, note du mois de juillet de cette année, qui a montré que si la France sort de l'euro, le franc, par rapport au cours pivot du dollar, perdrait environ 2%. Le nouveau marque gagnerait 18 points. Le franc belge perdrait 6 points. Ça parle pas aux gens, 2%, 18 points. Ceux qui nous regardent en ce moment, mais attendez, vous faites confiance à qui? Vous faites confiance à Claire Chazal ou vous faites confiance, par exemple, à Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui a dit au début de cette année, ce sont les pays qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux. Vous faites confiance à qui? À l'image de qui? Ben voilà, le problème, c'est que les Français sont constamment bombardés d'informations, toujours dans un camp. Donc, on veut toujours leur faire croire que sortir de l'Union européenne, nous proposons aussi la sortie de l'OTAN, puisque nous sommes contre les guerres illégales parce que la construction européenne est en train de nous mener vers le choc des civilisations. Ça a été prévu, conçu par les think tanks américains. Donc nous sommes d'une très grande logique. Nous proposons la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. La France sort de l'euro, pour être précis. Voilà. La France sort de l'euro. Elle économise évidemment sa cotisation annuelle. Nous versons 21 milliards d'euros en gros chaque année à l'Union européenne et on en récupère 14. C'est-à-dire que chaque année, nous payons 7 milliards d'euros à la construction européenne, c'est-à-dire l'équivalent de 70 000 logements sociaux quand même, il faut le savoir. Non, c'est très facile. Vous savez pourquoi nous payons? Non, c'est pas facile, c'est vrai. Nous payons pour permettre aux autres pays émergents de monter au niveau de notre vie sociale. Mais vous trouvez normal, par exemple, que l'on donne 80 à 100 fois plus d'argent à chaque Polonais ou à chaque Slovaque plutôt qu'à chaque Sénégalais? C'est un investissement. Non mais attendez, nous donnons beaucoup plus d'argent
à des pays. Je n'ai rien évidemment contre la Slovaquie ou les pays baltes, bien entendu. Mais est-ce que vous trouvez normal? Il ne faut pas le dire aux Sénégalais parce qu'ils vont vous applaudir, ils vont en masse prendre votre carte. Mais attendez, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le mouvement politique que j'ai créé, nous avons beaucoup de métis, justement. D'ailleurs, notre porte-parole est dans la salle. Il est franco-gabonais. C'est Tepa qui est un chanteur de rap. Il est français ou gabonais? Il est franco-gabonais. D'accord. Bon, et c'est un chanteur de rap connu. Nous avons beaucoup de Français issus de l'immigration. Nous avons beaucoup de jeunes et qui ne comprennent pas pourquoi la France devrait fusionner avec l'Estonie ou la Finlande plutôt qu'avec le Maroc ou le Sénégal. On ne propose d'ailleurs pas de fusionner avec le Maroc et le Sénégal, bien entendu. Mais nous disons que la France, elle a des liens d'amitié, des liens historiques, linguistiques, familiaux, migratoires avec les pays du Sud et qu'il n'est pas normal que nous distrayons beaucoup d'argent pour aller vers les pays de l'Est européen. Il y a plutôt que vers des les pays voix du aussi Sud. Intéressantes qui pensent qu'on devrait construire l'Europe avec des pays du Sud, qu'il y ait deux blocs, au nord et au sud. On avait eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui avait nourri cette idée-là. Nous avons maintenant une majorité de nos adhérents qui sont des gens de gauche. Oui. Nous avons des gens qui viennent de tous les horizons. Ce que nous voulons, c'est mettre en œuvre un article, j'insiste sur cet article 50 du traité sur l'Union européenne, qui permet de sortir de l'Union européenne. Et si on ne sort pas de l'Europe, ce que nous souhaiterions d'ailleurs, si c'est nous ne d'abord... sortions pas de l'Europe, qu'est-ce que vous faites? Ce que nous souhaiterions d'ailleurs... Vous arrêtez le mouvement? Mais non, mais on continue. Vous continuez. Ce que nous souhaiterions déjà, c'est qu'il y ait un débat. Dans la mesure où il y a une clause d'un traité qui permet de sortir de l'Union européenne, nous voudrions qu'il y ait un débat en France sur ces questions, avec d'ailleurs les tenants, les aboutissants, les conséquences, par exemple. Nous disons, il y a beaucoup de gens qui disent, mais si vous sortez de l'Europe, vous allez fermer la France sur elle-même. Mais qui vous dit ça? Nous avons actuellement 276 ambassades et consulats à l'étranger. Oui. La France a le deuxième réseau diplomatique du monde après les États-Unis d'Amérique. Et vous êtes allé dans un pays européen ces derniers jours? Oui, j'ai une belle sœur britannique. Je vais très souvent dans les pays d'Europe. Je connais pratiquement d'ailleurs tous les pays d'Europe. Effectivement, oui. Pourquoi vous voulez me faire penser que je suis un nationalisme refermé sur lui-même? Alors je pose des questions. Non. Ce sont les européistes qui ont un raisonnement nationaliste. D'ailleurs, dès que vous commencez à parler à des européistes, très vite, ils vous disent le péril jaune, le péril noir, le péril arabe, le péril ci, le péril ça. C'est toujours ça qu'ils disent. Je peux vous citer Monsieur Rocard sur BFM TV il y a encore quelques jours. Donc nous disons... Qu'est-ce qu'il a dit sur BFM? Eh bien justement que nous allions avoir une grande conversation avec la Chine et l'Inde dans les 10 à 15 ans qui viennent et qu'il fallait donc que l'Europe soit puissante. Moi, il se trouve que j'ai accompagné les présidents de la République française. J'ai accompagné Monsieur Mitterrand en Corée, j'ai accompagné Monsieur Chirac en Chine. En Chine, M. Chirac, président de la République, a été reçu par son homologue chinois, M. Chiang Zemin. Vous savez ce qu'il a fait? Il a signé un partenariat stratégique franco-chinois. Je m'en réjouis. Et quelles sont les valeurs que vous partagez avec M. Mitterrand et quelles sont les valeurs que vous partagez avec M. Chirac? J'arrive pas à comprendre le grand écart incroyable que vous réalisez souvent. Tout à l'heure, je parlais de Pasqua, je parlais de Bérégovoy, je parlais de Balladur, je parlais de Sarkozy. Quand on crée un mouvement politique, c'est pour nourrir une idée saine, quelque chose de particulier. Là, vous travaillez avec tout le monde, mais en même temps, vous avez envie d'être contre tout le monde. Non, vous confondez plusieurs choses. Dans mes éléments de biographie, si vous voulez entrer dans le détail, un haut fonctionnaire... Ouais, mais quand on voyage avec Mitterrand, c'est qu'on partage un peu quelques idées avec lui. Mais non, un haut fonctionnaire, normalement, doit servir le pouvoir politique, quel qu'il soit. C'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à accompagner les présidents de la République. J'étais considéré comme un spécialiste des questions asiatiques quand j'étais à Bercy, à la direction qui s'occupait du commerce extérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai accompagné nos chefs d'État. Voilà, mais bon, je ne faisais pas partie de la maison Mitterrand, ni d'ailleurs de la maison Chirac. Vous appliquez la politique de la gauche. Mais j'applique comme tous les Français. J'ai un haut fonctionnaire, il est là pour appliquer. Enfin, que ne dirait-on pas d'ailleurs si les hauts fonctionnaires n'appliquaient pas la politique du gouvernement? Mais contrairement aux États-Unis, quand le président change, tout change. Oui, aux États-Unis. Mais parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé aux États-Unis, franchement? Si, j'y vais régulièrement. Tous les 3 mois. Vous trouvez que, franchement, le passage de Bush à Obama, vous pensez que ça a été un changement spectaculaire? Il y a un grand changement. Écoutez, ça c'est votre point de vue. Déjà, Obama, c'est un très grand changement pour moi. Oui, mais ça c'est votre point de vue, ça n'est pas le mien. Ça n'est pas le mien. J'estime que M. Obama ne mène pas d'ailleurs une politique spécialement de gauche, de même que M. Hollande mène une politique qui est tout à fait une politique de droite. Bon, il y a en tout cas une politique qui est conforme à la volonté
états-unienne de dominer le monde par l'intermédiaire de ce grand bloc euro-atlantique qui est en cours de constitution. Je signale d'ailleurs... D'où votre envie de sortir aussi de l'OTAN. On a encore quelques instants à passer ensemble. Monsieur Asselineau, c'est un réel plaisir de vous écouter, surtout vos arguments, parce que vous avez l'air chaud bouillant. J'ai pas chaud bouillant, c'est que le problème que nous avons, c'est que ce que je dis, ce que nous disons, nous avons maintenant beaucoup d'adhérents. Ce que nous disons, ce sont des sujets qui sont d'une importance capitale pour notre avenir, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, parce que nous sommes par ailleurs lancés sur une voie d'appauvrissement général. Ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Espagne, au Portugal est dramatique et c'est en train d'arriver en France. Donc nous tirons la sonnette d'alarme. Et le problème, c'est que on est obligé de se faufiler pendant 3 minutes, d'exposer des arguments, alors que la propagande européiste baigne le cerveau des gens 24 heures sur 24, 365 jours par an, depuis maintenant 55 ans, depuis 2007. Depuis 1957, il est évidemment difficile pour nous d'essayer de faire comprendre aux gens pas à pas à quel point tous les arguments qu'on leur oppose sont des arguments fallacieux. Et toujours en compagnie de François Asselineau, leader de l'UPR, pour un dernier tour de discussion. On fera un petit peu de fiction avant de nous quitter. Le site, évidemment, de votre mouvement défile en ce moment. Imaginons que dans quelques années, vous êtes élu président de la République. Bon, on n'oublie pas que en 2012, vous n'avez même pas eu les 500 signatures. Non, c'est très difficile. Tout est verrouillé. Pour avoir les 500 signatures, il faut obtenir ça des maires. Or, la grande majorité des maires maintenant s'abstiennent. Et la plupart des candidats, presque tous les candidats qui ont eu les 500 parrainages, c'est parce que les grands partis les leur ont donnés. Oui, mais pour quelqu'un qui a une épopée incroyable comme vous, qui a travaillé avec les plus grands des partis politiques, avoir 500 signatures, ça doit être facile. Non, ça n'est pas facile du tout. Parce que lorsque nous disons ce que nous disons, eh bien, nous n'avons accès à aucun grand média du pays. Nous développons, je le répète, uniquement sur Internet ou bien par des petits médias alternatifs. J'en profite pour vous remercier de m'avoir invité. On vous a pas encore donné la facture. Si je suis élu, ce que nous faisons, nous sortons de l'Union européenne, nous disons à nos partenaires, nous mettons en œuvre l'article 50, et puis qui fixe un processus de négociation pour sortir du pays de la France de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire progressivement ou automatiquement. Mais ça ne veut pas dire que la France va se couper du reste du monde. Ça veut dire que la France, regardez, la Suisse ou la Norvège ne sont pas dans l'Union européenne, elles se portent d'ailleurs très bien. Merci pour eux. Ils n'y étaient pas du tout. Voilà, absolument. Donc, se portent très bien pour eux. J'ai trouvé ça assez intéressant que vous preniez l'exemple de la Norvège ou de la Suisse alors qu'ils n'y sont jamais rentrés. Oui, ils n'y sont jamais rentrés, ils se portent très bien. Ben moi, pour être allé souvent à Locarno au Festival du cinéma ou pour être allé souvent à Genève, rencontrer des Suisses, je prends la télé suisse normande par exemple, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de rentrer dans l'Union européenne. Oui, non, mais ça c'est vous qui le dites. À l'image aussi de celles et ceux qui vivent en ce moment à Stockholm, où j'étais il y a 3-4 semaines. Non, excusez-moi, c'est vous qui le dites. En Suède, je rencontre du monde, moi je voyage. Mais moi aussi, figurez-vous. Et en Suède, le 14 septembre 2003, les 57% des Suédois ont dit non à l'euro. On sait, d'après les derniers sondages en Suède, qu'il y aurait 80%, maintenant 90% des Suédois qui voteraient non à l'euro. D'ailleurs, non, mais regardez, la Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne, on refuse d'entrer dans l'euro, alors que normalement, elles y sont contraintes par les traités qu'elles ont ratifiés en entrant dans l'Union européenne. Et entrant dans la communauté européenne. Mais vous savez ce que nous rendrons aux Français leur démocratie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, les OGM. 80% des Français ne veulent pas d'OGM. Voilà. En France, les Français voudraient avoir, par exemple, la simple possibilité d'avoir des semences anciennes. 72% des Français ont envie de rétablir la peine de mort. Il y a une société qui s'appelle... Vous le faites aussi ? Non, mais nous ne sommes... si on se base sur les sondages... Non, vous m'avez interrompu. Je dis, les Français voudraient, par exemple, pouvoir utiliser les semences anciennes. Il y a une association qui s'appelle Cocopelli qui le fait pour ça. Bien sûr. Ça a été interdit par les réglementations européennes. Les OGM sont imposés à la France par les réglementations européennes. Pourquoi ? Parce que personne ne comprend ce qui se passe à Bruxelles. C'est ennuyeux comme la pluie. Ça n'intéresse personne. C'est donc le règne des lobbies. Vous avez Monsanto, vous avez BASF
chefs qui sont dans les couloirs de la Commission européenne et qui imposent les OGM. Vous savez ce qui s'est passé en France? La France a traîné pour transposer en droit français les directives communautaires sur les questions des OGM. Nous avons été condamnés par la Cour européenne de justice à les introduire en France sous peine d'une astreinte de 153 000 € par jour de retard. Vous réintégrez les semences anciennes. Je ne réintègre pas, je redonne aux Français. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je redonne aux Français. On passe en revue le programme. On sort de l'euro. On interdit les OGM. Ensuite. Ça n'est pas mon programme d'interdire les OGM. Mon programme, c'est de rendre aux Français la maîtrise de leur destin collectif. Passons le programme en vue. Eh bien, le programme, il est sur notre site. Et c'est un programme qui est un copier-coller. C'est un programme qui est un copier-coller de programme du Conseil national de la résistance de 1944. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mesures. Je ne peux pas les égrener ici, mais ça va, par exemple, depuis le développement, le référendum d'initiative populaire, la reconnaissance du vote blanc, la renationalisation de TF1, la renationalisation de TF1. Oui, c'est pas normal que ce qui formate l'esprit public en France soit la propriété du groupe Bouygues, qui est lui-même possédé à plus de 20% par American Funds, qui est un fonds de pension américain. Ça n'est pas normal. Où se situe la démocratie, là? Mais parce que vous pensez que la démocratie, c'est de donner TF1, c'est-à-dire à un groupe. Vous savez combien de chaînes on a en France? Oui, mais vous savez qui les possède? Est-ce que vous savez qui possède les grands journaux français? Vous avez 5 à 6 groupes qui tiennent tous les médias en France. Oui. Bon, eh bien, nous disons ça n'est pas normal. Nous sommes dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle de 1944, où il avait fallu, comme l'avait dit le programme du CNR, prévoir l'éviction des féodalités économiques et financières de l'économie. Donc nous voulons... c'est pas possible. Pourquoi est pas possible? Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle la loi antitrust, qui permet ou qui interdit à tout un chacun d'avoir 2 médias à la fois. Il suffit d'installer ce genre de loi en France pour que des indépendants, Mais parce que vous pensez que les États-Unis sont un modèle de démocratie? Ah si. Vous pensez vraiment ça? Je le pense très sincèrement. Enfin, vous savez très bien que vous avez au moins 60% des Américains qui ne vont plus voter. Vous savez d'ailleurs très bien qu'il y a des Américains... Écoutez, nous ne sommes pas anti-américains. Nous soutenons par exemple Vous pouvez sortir des chiffres. Personne ne pourra le vérifier là, tout de suite. Donc, tout le monde le sait. Non, tout le monde ne le sait pas. Si, tout le monde sait qu'il y a une majorité d'Américains qui ne vont plus voter aux élections. Tout le monde sait aussi que TF1 est une boîte privée et qu'ils font ce qu'ils veulent avec leur télévision. Mais attendez, est-ce que vous trouvez normal... Est-ce qu'on ne pourrait pas permettre à France 2, France 3, France 4, France 5, France O, quoi encore, d'autres chaînes de la TNT, de pouvoir développer des programmes plus intéressants en concurrence? Tout à fait. Que faites-vous de la concurrence loyale, légitime? C'est un programme qui ne se veut ni de droite ni de gauche, qui est un programme pour rendre aux Français ce dont ils ont besoin. Bon, ils ont besoin de TF1, les Français. Oui, mais TF1 qui ne doit pas être dans des mains privées. On nationalise TF1. Qu'est-ce qu'on met comme programme dedans? Eh bien, alors je vous renvoie au programme de l'UPR. Vous referez les programmes de France 2 sur TF1? Non. Nous voulons également un cahier des charges en matière culturelle. Et nous sommes en faveur, non pas de la mondialisation, parce que la mondialisation actuellement, c'est un mot codé pour dire américanisation. Il suffit d'écouter d'ailleurs, de voir les films qui sont diffusés en France à la télévision française. C'est la faute à qui, ça? J'ai signé un éditorial il n'y a pas longtemps sur le fait que nous subissons évidemment la culture américaine. Vous savez, voulons, cela remonte à M. Roosevelt. Oui. Lors de la grande crise. Ce que nous voulons... Le gouvernement américain a investi dans la culture. Pourquoi les Français ne le feraient pas aussi? Ce que nous voulons, c'est d'ailleurs mis dans notre programme, c'est qu'il y a un cahier des charges, puisque vous me posez cette question précise, c'est que sur les grandes chaînes de télévision françaises, eh bien, il y ait un quota minimum de films français, c'est bien la moindre des choses, mais qu'il y ait aussi des films indiens. On ne voit jamais un seul film indien, des films japonais, brésiliens. Eh bien, la faute, je ne sais pas de qui c'est la faute, mais moi, ce que je propose, en tout cas, c'est qu'on revienne dessus. Et qu'il y ait un cahier des charges culturelles pour tirer les Français vers le haut et leur donner accès, non pas à cette mondialisation, américanisation, mais leur donner accès à l'universel, c'est-à-dire à toutes les cultures du monde. Bravo. Nous sommes ce que nous, ici, nous appelons Culture France. Voilà. Parce que la France est une fenêtre ouverte sur le monde. Ah, ça, c'est mignon, ça. On est d'accord. Bon, pourquoi fermer les frontières, alors? Mais où avez-vous vu qu'on va fermer les frontières? Est-ce que la France, en 1970, était un pays fermé, avec des frontières fermées? Moi, je savais qu'il y avait des douaniers partout. Mais de toute façon, il y a toujours des douaniers. Dès que vous sortez, que vous allez en Angleterre ou aux États-Unis ou que vous allez à Djerba ou en Russie, vous passez les frontières. Oui, parce qu'ils ne sont pas dans la communauté européenne. Non, parce qu'ils ne sont pas dans l'espace Schengen. Monsieur Asselineau, merci. Merci beaucoup. Merci. Le site de votre
de votre mouvement défile en ce moment en bas. Merci beaucoup. Et restez en place puisque je vais vous présenter juste avant que vous ne partiez le Titi de Paris. Bonsoir Monsieur Asselineau. J'ai bien prononcé votre nom? Allô. Asselineau, ok. Bah, c'était assez instructif ce que vous disiez. Il y avait quand même un peu trop de chiffres pour la parfaite compréhension, mais c'était intéressant.